Nous sommes le lundi 6 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité. Lancement d'un projet innovant, construction des bioclimatiques en Puzlan. Également dans l'actualité de ce 15 heures. Des milliers d'habitants évacués dans la région Afar à cause des risques d'éruption volcanique dans le pays voisin, l'Éthiopie. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Une étape décisive pour le renforcement du secteur de la santé a été donc franchie aujourd'hui avec la signature d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représenté par le ministre en personne, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le ministère de la Santé, représenté également par le ministre Dr Ahmed Roble Abdili. Une convention de partenariat a été paraphée aujourd'hui entre le ministère de la Santé et celui de l'Enseignement supérieur. Cette convention vise à consolider les efforts conjoints des deux ministères pour le développement des capacités entre le centre hospitalier universitaire de Djibouti, un pilier essentiel de notre système de santé. Ce partenariat prévoit des actions coordonnées pour renforcer la formation des professionnels de santé, encourager la recherche et innover dans la prestation de soins de santé. Objectif commun est de soutenir le centre hospitalier universitaire de Djibouti dans son rôle central en matière d'excellence médicale et de service aux citoyens. Les deux ministères travailleront ensemble dans un cadre structuré pour mettre en œuvre des projets communs, mobiliser les ressources nécessaires et garantir un suivi efficace des actions entreprises. Cette initiative reflète l'engagement des deux institutions à renforcer durablement le système de santé et répondre aux besoins croissants de la population en matière de soins, de formation et de recherche. Eh bien, dans une intervention faite, le ministre de la Santé a déclaré à la presse nationale que ce partenariat va permettre de faciliter et fluidifier les échanges entre l'Université de Djibouti, d'une part, l'ISS et d'autre part le CERD et les différentes institutions du ministère de la Santé. Voici les propos du ministre Dr Ahmed Roble Abdili. Nous venons de signer donc, une convention de partenariat entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Comme on l'avait dit, on le redit à nouveau, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur sont deux ministères qui partagent beaucoup de choses. Nous partageons la recherche, nous partageons l'enseignement. Les médecins, les paramédicaux qui travaillent dans les ministères de la Santé sont formés par les différentes facultés et instituts de l'enseignement supérieur. Ce partenariat avec l'enseignement supérieur va nous permettre vraiment de fluidifier et de faciliter les échanges entre l'Université de Djibouti, l'Institut des sciences de la santé, mais également la CERD, et de façon générale le ministère de la Santé, que ce soit le CHU, mais également d'autres instituts de santé publique, mais aussi de recherche du ministère de la Santé. Je voudrais remercier mon frère, mon grand frère, Dr Nabil, d'avoir facilité vraiment ce rapprochement. C'est un rapprochement que nous, au ministère de la Santé, nous avons souhaité et qui se réalise ce matin. Nous travaillons pour le bien-être, la santé de la population et l'enseignement, la formation constitue un élément important de tout ce qui est offre de soins de santé. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné que ce partenariat va permettre
d'autonomiser les ressources et de collaborer ensemble pour le bien-être de la population djiboutienne et par la même occasion, selon le ministre, de respecter donc la volonté du chef de l'État. Voici les propos du docteur Nabil Mohamed Ahmed. Je pense que c'est une très grande journée aujourd'hui. Pour signer une convention, il faut être deux. Donc il faut avoir déjà une volonté et l'exprimer et la réaliser. Cher docteur Ahmed, nous avons pu le faire parce que justement il y a une très bonne entente et nous respectons par la même occasion la volonté du chef de l'État d'optimiser nos ressources et de collaborer pour le bien de la population. Monsieur le ministre, vous avez eu ce courage de lancer le centre hospitalier universitaire. Comme chaque chose, les gens qui sont de l'université, tous les Djiboutiens témoignent. Quand on a commencé l'université, on est parti de rien. Et aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un succès. Le centre d'études et de recherche, c'est la même chose. Et toutes les institutions djiboutiennes, quand on a commencé, il faut commencer par quelque chose. Donc aujourd'hui, il y a le CHU. Et vous l'avez rappelé encore une fois, monsieur le ministre, la vocation d'un CHU, c'est d'abord les soins. Mais pour bien soigner, il faut former les gens et faire de la recherche. Et je pense que plus que jamais aujourd'hui, la République de Djibouti a les personnes, les intellectuels, les personnes formées qui sont capables de conduire ces CHU et atteindre les objectifs. Et pour cela, il faut une coordination, une collaboration, une optimisation des ressources. Nous espérons en tout cas, monsieur le ministre, à travers cette convention, que nous attendrons les objectifs formés, de faire toujours les objectifs, pour faire que notre pays soit toujours un pays où il y a des soins d'excellence au service de la population. Vous avez parlé également que si une convention, dans un premier temps, je dirais, entre les deux ministères, mais qui va aboutir dans une convention plus précise, aussi bien au niveau de l'université à travers la faculté de médecine, mais également du centre d'études et de la recherche pour et de l'université pour tout ce qui est recherche. Et enfin, avec l'Institut des sciences de la santé pour la formation des paramédicaux. Donc nous souhaitons, monsieur le ministre, un grand succès à cette convention et un grand succès à cette volonté d'aller de l'avant et de faire que notre CHU soit un CHU connu et reconnu à l'international. Je vous le disais en titre, le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement a organisé aujourd'hui une cérémonie marquante pour le lancement d'un projet innovant de construction des maisons bioclimatiques en Pouzlane. Cet événement s'inscrit dans une démarche de développement durable visant à allier confort moderne et respect de l'environnement. La Pouzlane, donc une roche volcanique naturelle prisée pour ses propriétés isolantes et sa capacité à réguler l'humidité utilisée dans la construction de ces maisons, elle constitue un matériau écologique qui contribue à réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Les maisons bioclimatiques conçues avec ce matériau seront également dotées de technologies permettant de maximiser l'utilisation des ressources naturelles telles que l'énergie solaire. Le lancement de la construction de ces maisons bioclimatiques en Pouzlane a été officiellement inauguré en posant également la première pierre, et ce, en présence du ministre des Infrastructures, le ministre du Commerce, celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le ministre de la Décentralisation et de la directrice générale du laboratoire central des bâtiments et des équipements, Madame Rahima Ahmed Moussa, ainsi que le président de l'Université de Djibouti. À cette occasion, le ministre du Commerce a remis donc un brevet lors du lancement de ce projet pilote de construction des maisons bioclimatiques en Pouzlane. Ce projet innovant vise à promouvoir des solutions de logement durable et écologique en exploitant les propriétés de ce matériau. C'est ce qu'a indiqué le responsable de la société privée Al-Hamdani. Le LCBE prévoit également de construire un échantillon de maisons dans les mois à venir, c'est ce qu'a précisé, qui servira de modèle pour des futures constructions. Ce projet novateur pourrait bien donner le temps pour une nouvelle ère dans le secteur du bâtiment axé sur la durabilité et l'innovation. Fin de citation du responsable de la société en charge des constructions des maisons, des logements sociaux.
Et pour sa part, la directrice générale du LCBE, le laboratoire central des bâtiments et des équipements, Mme Rahima Ahmed Moussa, qui a souligné donc l'importance de ce projet dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique. Voici les propos de la directrice. C'est le développement durable, l'innovation locale et la résilience climatique au cœur de son action politique. Il s'agit donc là d'un projet scientifique, novateur, mené par le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement et qui est centré sur la pouzzolane, une roche volcanique aux propriétés exceptionnelles et abondantes dans notre pays. Un matériau dont les qualités d'isolation thermique et acoustique sont remarquables et offre une alternative durable et innovante au basalte, traditionnellement utilisé dans nos constructions. Ce projet, porté par une vision d'innovation et de durabilité, ambitionne d'allier expertise technique, réflexion environnementale et impact concret sur le quotidien de nos concitoyens. Face aux défis actuels liés au changement climatique, il devient impératif de repenser nos modes de construction et d'habitation. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique en proposant des solutions architecturales qui s'intègrent et qui intègrent les principes bioclimatiques et optimisent les performances énergétiques des bâtiments, tout en respectant notre environnement. Durant la première phase de ce projet, nos équipes de chercheurs ont mené des tests physico-chimiques pour identifier le meilleur moyen d'utiliser la pouzzolane. Ces travaux ont permis d'évaluer ses performances, de tester divers dosages et ultérieurement de valider sa viabilité économique. Le ministre des Infrastructures et des Équipements a précisé pour sa part l'importance de ce matériau, une ressource naturelle abondante selon lui dans notre pays. Voici les propos du ministre. C'est avec une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la première pose pierre de ces projets visionnaires. La construction des prototypes de maisons bioclimatiques en pouzzolane. Cet événement symbolise notre ambition collective de valoriser les ressources naturelles de notre pays et d'adopter des pratiques innovantes pour un avenir durable et résilient face aux défis climatiques. La pouzzolane, une ressource locale sous-exploitée, offre des solutions concrètes pour des constructions durables, économiquement résilientes et respectueuses de l'environnement. En intégrant dans les matériaux de construction, nous posons des bases d'une politique de transformation qui préserve nos ressources et notre environnement. Ces projets est un levier de développement essentiel reflétant notre volonté de bâtir un modèle adapté à nos réalités locales et aligné avec nos engagements internationaux. Le succès de cette initiative permettra d'améliorer les modes constructifs et de diffuser les bonnes pratiques dans le secteur du bâtiment en intégrant la qualité des matériaux, le confort des habitations et la maîtrise des impacts environnementaux. Dans le cadre des opérations de maintien de paix menées sous la bannière de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, a accueilli hier à l'aéroport international de Djibouti une partie des éléments du bataillon Hill 11 des forces armées djiboutiennes. Les détails dans cette séquence. Cadre des coopérations de maintien de la paix menées sous la bannière de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, a accueilli hier à l'aéroport international de Djibouti une partie des éléments de Hill 11. Les éléments du bataillon Hill 11 ont été déployés sous la directive du chef d'état-major des armées, le général de corps armés Zakaria Cheikh Ibrahim, dans le cadre de la mission de maintien de la paix sous l'égide de l'ATMIS,
Leur mission consistait principalement à soutenir les autorités somaliennes dans la lutte contre les groupes terroristes et de contribuer à la stabilisation du pays. Le retour au pays de ces troupes se fait dans un contexte de grande fierté, d'accomplissement, marquant la fin d'une mission essentielle à la promotion de la paix, de la sécurité en Somalie. La République de Djibouti reste pleinement engagée dans les efforts de paix en Somalie et continue de soutenir les initiatives visant à favoriser la stabilité dans la région. Simultanément, les militaires ont bénéficié d'une attention particulière. Des examens approfondis ont été menés pour évaluer leur état de santé. Après la mission, des équipes médicales de services de santé des armées ont pris en charge les besoins médicaux spécifiques de chaque soldat, garantissant un suivi attentif. Je vous emmène à Ali Sabieh, cette fois-ci avec les images de notre correspondant sur place, Mohamed Cheikh, où, depuis l'inauguration du scanner de dernière génération à l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye, le 11 mai 2023, les autorités de santé ont constaté une amélioration significative dans la prise en charge des patients, notamment ceux des régions du sud du pays. Un dispositif médical ultra performant mis en service grâce à l'initiative du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Ce scanner qui offre des prestations de qualité exceptionnelles marque une avancée importante dans le domaine de la santé. À la ville Assadjoug, dotée d'une capacité impressionnante de traitement d'environ 60 patients par jour, ce scanner est capable de réaliser des clichés radiologiques en 3 dimensions avec une précision remarquable de 120 vues sur un format réduit. Il offre également des services complexes, des domaines variés, contribuant ainsi une prise en charge médicale plus complète. L'une des promesses majeures de cette technologie est son impact sur l'accessibilité des soins médicaux. Auparavant, de nombreux patients du district d'Ali Sabieh et de Dikil étaient contraints de se rendre à la capitale pour effectuer ce genre d'examens médicaux, notamment ceux des scanners. Avec l'installation de cet équipement de pointe, ces populations bénéficient désormais de ces services sur place, réduisant ainsi le besoin d'évacuation vers les centres médicaux de la capitale. C'est ce qu'a indiqué l'infirmier en place sur Pour sa part, le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, M. Mohamed Miguel Hassan, a précisé que ce scanner joue un rôle essentiel dans la santé des régions du Sud, notamment ceux d'Ali Sabieh et de Dikil. Avant son installation, de nombreux patients nécessitant des examens radiologiques étaient évacués vers la capitale, Djibouti-Ville, souvent dans des conditions difficiles et avec un retard médical considérable. C'est ce qu'a indiqué le responsable de l'hôpital. Aujourd'hui, grâce à cet équipement de pointe, ces évacuations ne sont plus nécessaires car les patients peuvent désormais bénéficier de ces mêmes services de qualité directement sur place, réduisant ainsi les coûts et les délais d'attente. Le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, Mohamed Miguel Hassan, a souligné que cette initiative contribue directement à améliorer l'accessibilité aux soins de santé pour les populations rurales tout en renforçant l'autonomie des structures sanitaires régionales. Le retour des patients et du personnel médical sont largement positifs et le scanner est désormais un atout clé pour la gestion des urgences médicales et des diagnostics de plus en plus complexes. Fin de citation des propos du directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, M. Mohamed Miguel Hassan. Également dans l'actualité de ce 15h, cette importante délégation conduite par son Excellence Diadine Saïd Makhrama, ambassadeur non résident de Djibouti auprès du Sultanat de Oman, et le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte, qui s'est rendu dans ce petit sultanat de Oman.
l'occasion pour cette visite de prendre part à une cérémonie de clôture des formations académiques qui ont suivi 10 officiers de la garde-côte djiboutienne dans des formations spécialisées à l'Académie des sciences policières Sultan Qaboos. Une cérémonie qui a coïncidé avec la célébration de la journée de la police royale de Oman le 5 janvier de chaque année et qui s'est tenue sous le haut patronage de Khalid bin Hilal al-Abou Saïdi. C'est dans le cadre de cette cérémonie haute en couleur que les officiers des gardes-côtes djiboutiennes ont reçu aux côtés de leur père omanais leur promotion et les diplômes clôturant et attestant de leur réussite au sein de l'Académie. Son Excellence, M. Diadine Saïd Bamakhrama, ambassadeur non résident de Djibouti auprès de ce sultanat de Oman, a rencontré également les officiers stagiaires de la garde-côte djiboutienne et les a félicités pour leur réussite durant leur formation. Il a salué également le professionnalisme et le sérieux des stagiaires djiboutiens qui ont donné une image exemplaire de notre pays. En nouvelle régionale, cette fois, je vous le disais en titre, en Éthiopie, les habitants évacués à cause du risque d'éruption volcanique dans la région Afar, au nord-est de l'Éthiopie. Des milliers d'habitants sont évacués en toute urgence suite au tremblement de terre enregistré ces derniers jours. Un tremblement de terre de magnitude 5,5 à l'échelle de Richter a secoué le nord de ce pays, frères et amis. Il a fait suite donc des coulées de lave importantes émanant du volcan du mont Dofan. Une catastrophe naturelle qui a causé d'importants dégâts. Aucun blessé n'a été signalé, heureusement pour l'heure. Si la fumée du volcan s'est arrêtée, la lave, quant à elle, continue de couler. Cela fait plusieurs mois qu'une activité sismique importante est observée dans ce pays. Depuis fin septembre, l'Institut américain de géophysique a enregistré plus de 67 tremblements de terre. La région Afar est l'une des régions les plus chaudes de l'Éthiopie avec un passé d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre fréquents. Plus de 60 millions d'Américains sont confrontés à la menace de violentes tempêtes de neige, annonçant d'importantes chutes de glace et de températures parmi les plus basses enregistrées depuis plus de 10 ans. Le service météorologique national des États-Unis a indiqué que la majeure partie du Canada et 30 régions américaines sont sous le coup d'avertissements météorologiques couvrant une zone de 2400 km allant du Kansas jusqu'à la côte Est. Et au Gaza, Israël poursuit ses frappes malgré les négociations à Doha. Le Hamas prêt à libérer 34 otages. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. 88 Palestiniens avaient été tués ces dernières 24 heures à Gaza, malgré la reprise des négociations pour une trêve. Après les discussions indirectes entre Israël et le mouvement du Hamas, qui ont repris au Qatar en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza. Nous verrons ça en images dans nos prochaines éditions. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.